mail de personnes qui n'arrivent pas à se connecter, donc je ne sais pas pourquoi en fait. Bon, on commence tout de suite. Si tu veux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Quentin. Donc, on en est au module 3, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un retour en fait sur les erreurs méthodologiques les plus fréquentes et leur résolution. Et ça vous aidera à corriger vos données de validation, de première validation, ou bien de pouvoir valider votre V1. Le support, comme l'a dit Séverine, sera disponible enregistré et en PPT sur le site de l'ATIH. Donc, ce module 3, on va d'abord rappeler quelques consignes qui sont soit récentes, soit qui perdurent et qu'on voudrait rappeler parce que très importantes. Ensuite, on va défiler des cas, en fait, des cas qu'on a rencontrés dans vos validations. Voilà. Et du coup, il y a 9 cas avec enfin, 9 gros thèmes avec des petits cas à l'intérieur. Donc, au niveau des consignes, des principales consignes, il y a une petite liste là, on va tout de suite passer. Alors, je vous rappelle juste que justement, il y a un document de consigne qui est en accès direct via la plateforme IENC quand vous vous connectez. Vous avez un accès rapide à documentation NCSSR 2021 et vous pouvez aller récupérer la documentation de la campagne de la NCSSR 2021. Ces consignes sont très importantes parce que, en fait, c'est quand même l'essentiel de ce qu'il faut respecter comme méthode en 2021. Ensuite, on passe à l'autre consigne suivante. Donc, on avait des consignes l'année dernière liées à la Covid, à la crise sanitaire, qui étaient de créer des sacs en suffixe 90 si vous aviez des sections, des unités qui avaient accueilli à la fois des patients qui avaient le Covid et à la fois d'autres patients dans les autres mois de l'année. Il y avait aussi des sacs dédiés, Covid. Et puis, vous aviez dû réviser, en fait, revoir vos nombres de journées lits d'ouverture en fonction de la vraie ouverture de vos lits sur l'année 2020. Donc, évidemment, pensez bien là en 2021 à mettre à jour ces nombres de journées lits d'ouverture parce que vous n'avez pas dû fermer votre HDJ comme en 2020. Voilà, donc il faudra bien mettre à jour vos nombres de journées lits d'ouverture, vos nombres de lits installés aussi, s'ils ont changé. Et on vous demande de ne pas mettre en correspondance vos sacs qui ne sont plus suffixés en 2021 avec les sacs que vous aviez suffixés en 90, avec un 90 en suffixe en 2020. Au niveau du PC, on rappelle encore des consignes alors qu'on avait déjà noté l'an dernier. On n'a pas de tableau de contrôle qui compare l'onglet PC charge produit qui correspond normalement à votre balance générale des comptes avec vos comptes annuels ou votre compte financier si vous êtes un établissement public ou privé non lucratif. Donc, cet onglet PC charge et produits, il faut que vous le contrôliez, que le résultat, en fait, un produit moins charge, soit bien égal à votre résultat des comptes annuels et qu'évidemment les comptes correspondent. C'est exactement le contrôle que nous faisons et il y a encore des erreurs en fait sur le PC qui ne correspond pas à la balance générale. Je ne parle pas des retraitements que vous pouvez faire, je parle bien de la première colonne qui doit correspondre stricto sensu à votre balance en fait. Voilà, donc si votre superviseur vous signale des écarts
comme c'est vraiment la base de départ, la balance générale hein, et le PC, il faut vraiment corriger ça très très vite de façon à ce qu'on reparte sur des bonnes bases. Je rappelle aussi qu'on a demandé dans les documents obligatoires à nous donner avant la V1 la liste des comptes qui étaient potentiellement imputables en CNI ou en PND ou en CI et PD. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous les donner avant? Parce que comme ça, on peut contrôler directement avec votre V1 les correctes imputations en fait en CNI-PND. Pour ces comptes, hein, c'est toujours les comptes, les mêmes comptes, 658, 671, 672, 678 et tous les comptes de dotation aux provisions qui pourraient avoir des écarts en fait avec vos comptes 67 parce que quelquefois il y a des transcodages un peu curieux entre le 67 et le 68. Voilà, et la même chose pour les comptes de produits, donc les comptes 758, 771, 778, 772 et les 78 aussi. Et au-delà, si vous utilisez des comptes 791 de transfert de charges, n'hésitez pas à nous les donner aussi. Voilà, on a demandé aussi le tableau récapitulatif de vos MIG. Donc, soit la DM4, soit une liste sur Excel totalement libre. Mais il nous les faut parce qu'en fait, il faut qu'on puisse contrôler que vous avez bien paramétré toutes vos MIG SSR. Voilà, j'ai fini sur ce slide. Au niveau des consignes, on a encore un petit rappel sur les actes pluriprofessionnels hors liste d'actes pluriprofessionnels fermés. Donc, vous savez, ce sont ces actes qui sont des actes finalement lambda, on va dire, et qui sont faits à plusieurs intervenants à la fois. Et il y a une possibilité au PMSI de l'indiquer. Donc au PMSI, il n'y a que l'intervenant principal à l'acte qui code l'acte, mais il peut déclarer le nombre d'intervenants ayant réalisé l'acte. Ça veut donc dire, de fait, que cet acte-là est un pluriprofessionnel hors liste. Dans l'ENC, ces actes-là, pluriprofessionnels hors liste, on peut les déclarer en démultipliant en fait cet acte en autant de lignes que d'intervenants à l'acte. Donc tous les intervenants, les co-intervenants peuvent être déclarés dans l'ENC. Et c'est bien de le faire puisque c'est le meilleur moyen pour décrire l'activité de tous les métiers qui ont contribué à l'acte. Donc, c'est bien de le faire. Évidemment, pour que ce soit possible, il faut que non seulement au PMSI, vous ayez déclaré que c'était un acte qui avait été fait à plusieurs intervenants, donc en mentionnant le nombre d'intervenants, mais en off, il faut que vous sachiez quels sont ces intervenants. Parce que, évidemment, sinon, on va avoir un souci pour démultiplier les lignes en autant de métiers, en fait, qui sont intervenus dans l'acte. Donc ça, c'est les préalables. Donc on a un tableau de contrôle 285 qui contrôle ça et on vous en a fait un cas en fait plus loin pour les écarts qu'on peut rencontrer entre intervenant principal, co-intervenant, etc. Voilà, j'ai fini avec cette slide. Une nouvelle consigne cette année qui est sur les coûts consommés pour réaliser l'ENC. Avant, on imputait ces charges de personnel, souvent personnel contrôleur de gestion,
qui sont imputées, ces charges-là étaient imputées avant donc en CMI, puisqu'on voulait les sortir de l'étude au même titre que la subvention versée pour réaliser l'ENC, qui était imputée en produit non déductible. Et du coup, cette année, une SA dédiée a été créée hors étude qui s'appelle donc ENC, réalisation de l'ENC. Donc c'est dans cette SA que devront être imputées ces charges consommées pour réaliser l'ENC. En onglet 2PC, on conserve les charges consommées en charge incorporable. Avant, on les mettait en CNI, mais on les conserve en charge incorporable. Et en onglet 3SA, on impute ces charges dans cette SA hors étude ENC, réalisation de l'ENC. Au niveau des produits de subvention de l'ENC, il n'y avait pas de consigne écrite, mais on continue à imputer directement ces produits en produits non déductibles, comme dans les campagnes précédentes. Le fait d'imputer dans une SA hors étude ENC, réalisation de l'ENC pour les charges consommées pour l'ENC, conduit à avoir des clés automatiques qui se calculent dans l'onglet 7 champs pour la LGG-SACG, puisque c'est les zéros de charge brute, pour la structure financière et pour la LGG-SLP, puisque parallèlement aux charges de personnel qu'on a imputées en hors étude ENC, réalisation de l'ENC, évidemment, en onglet ETPR, on doit déclarer le nombre d'ETP correspondant à ces charges. Donc, on va avoir aussi des charges indirectes sur la LGG-SLP et la LGG-SACG et structure financière. On laisse ces coûts indirects se calculer. Évidemment, on ne déclare pas d'autres clés dans cette section, en onglet 7. Alors, on commence avec les cas, le cas 1 sur le PC, donc sur de la pertinence de numéro de compte utilisé, aussi bien d'ailleurs dans le cas 1A que le cas 1B. On commence par le cas 1A. Le compte 611 enregistre normalement de la sous-traitance médicale pour les 611 100, on va dire, hein, donc 12, 13, 12 pour l'imagerie, 13 pour le laboratoire. Ça enregistre donc de la sous-traitance prestation complète, c'est-à-dire non seulement l'examen, mais avec les équipements, etc. Tout est sous-traité. Or, il se trouve qu'on voit dans des balances ce compte 611-12 enregistrer des honoraires de radiologue sur l'interprétation de clichés d'imagerie. Si vous n'avez pas de radiologue en interne, mais que vous avez une radiologie interne, il se peut que vous ayez du coup des honoraires d'interprétation externe, mais dans ce cas-là, normalement, on ne doit pas les retrouver pour l'ENC dans le compte 611-12, alors que vous les avez souvent dans votre balance dans ce compte-là. Dans ce cas donc d'honoraires d'interprétation des examens, on ne doit pas créer une SMT en sous-traitance puisqu'il s'agit uniquement de l'interprétation. On doit conserver ces honoraires pour les imputer dans la SMT imagerie interne. Pour ce faire, dans l'onglet 2PC, on doit transcoder le compte 611-12 en compte 622-3 honoraires PM. Ensuite, en onglet 3SA, imputer ces honoraires du compte de 622-3 en SMT radio standard interne, si évidemment vous avez une radio standard interne, une SMT d'imagerie, en tout cas dans la SMT qui enregistre les équipements sur lesquels sont réalisés vos clichés qui sont interprétés par un radiologue externe. Ce traitement, il va permettre d'éviter de biaiser votre suivi au séjour de la sous-traitance médicale imagerie, puisque finalement,
Si vous avez uniquement une interprétation de cliché, vous n'allez peut-être pas suivre ça au séjour. Ça va aussi permettre d'avoir un coût unitaire de la SMT radio standard interne qui sera correct, puisque ces coûts de PM externes vont être imputés dans cette SMT en lieu et place d'un salaire, puisque vous n'avez pas de radiologue interne. Ça, c'est un point important parce qu'on le voit beaucoup en SSR et on a souvent l'anomalie. On passe au suivant. On a aussi des comptes de remboursement de frais 754 ou le compte 791 qui est aussi utilisé pour des remboursements, mais qui sont aussi parfois utilisés pour enregistrer des refacturations ou des prestations de services, notamment dans le cadre de groupements, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances. Ces comptes-là, ce sont des comptes de produits en atténuation. Ils ne se reprennent pas, on va dire, en haut d'onglet 5 des activités subsidiaires. Ce qui veut dire que ces produits vont être traités en onglet 4, en atténuation. Au PC, d'abord, ces comptes, vous les avez dans votre comptabilité, donc il va falloir les transcoder dans d'autres comptes pour pouvoir les utiliser correctement s'il s'agit d'activités subsidiaires. Si ce sont des prestations, c'est des activités subsidiaires. Donc, si le compte 754 est vraiment un compte de remboursement de frais, tout va bien. Si le compte 791 est bien un transfert de charge de remboursement ou de transfert de charge, tout va bien. Mais si ces comptes-là enregistrent des facturations ou des prestations de services, je viens transcoder ce compte, soit en 708 prestations d'activité annexes, autres prestations d'activité annexes, ou d'autres comptes 708, ou encore du 758, en fonction des natures de remboursement. Parce qu'en fait, du coup, si ces comptes restent ventilés en 3SA sur des sections d'activités subsidiaires, ils vont conduire forcément à une déduction en onglet 4. Cette déduction va se faire en autres dépenses parce qu'elle ne pourra pas se faire autrement et pour la plupart du temps. Et donc, ça va créer un solde. Si tu veux passer au slide d'après, Quentin. Quentin, si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Donc, là, on le voit, en fait, c'est pas celui-ci, il y en a un entre les deux, Quentin, de slide. C'est celui-là? Je crois pas, il y en a un entre les deux, ou alors il est après, je sais pas. Ah si, c'est celui-là, pardon, excuse-moi. Ah, c'est celui-là. Oui, oui. Non, je suis désolée. J'avais mal vu. Donc, dans l'onglet 4 produits, en fait, vous voyez que, par exemple, si j'ai un produit qui arrive de 1 210 000 euros, qui a un compte 754, par exemple, je vais devoir le déduire quelque part sur un poste de charge en onglet 4, puisque c'est un produit en atténuation. S'il avait été un produit d'activité subsidiaire, il aurait été directement imputé en onglet 5 dans le haut de l'onglet. Mais là, comme il s'agit d'un compte 754 ou 791, il vient se mettre là. Donc, je déduis forcément sur un poste de charge. Là, c'est déduit en autre dépense. Ça me conduit à avoir un solde négatif de dépenses, vous voyez, moins 618, et aussi d'avoir un total net de cette section haute vente de biens et services qui va devenir négatif par ce truchement-là. Ça va donc biaiser ensuite l'onglet d'après, ça va biaiser en mon taux de marge, puisque je vais avoir apparaître dans mon haut d'onglet 5, dans les imputations directes de l'onglet 3SA,
je vais voir mes produits en atténuation arriver là, donc moins 1,210 million, ce qui me conduit à un total de charge nette négatif. Et ensuite, ma marge, regardez, ça me la fausse totalement en onglet 5 sur cette autre vente de biens et services. Je finis par avoir une marge, en fait, dans l'autre sens, et donc positive de 194%. Donc, en fait, globalement, il est très important d'utiliser les bons comptes de produits, de prestations, et non pas d'utiliser un compte de produits en atténuation lorsqu'on a des produits de prestations. Voilà. Je pense que je ne sais pas si j'étais bien claire. On passe au suivant. Au niveau des ETP, du coup, en cas 2, on va tout de suite regarder les nouveautés parce qu'en fait, on a des ETP attendus évidemment en LGG SALP qui sont de diverses natures. Évidemment, les personnels qui travaillent dans la section services administratifs liés au personnel. On a des personnels qui sont imputés dans cette section parce qu'ils sont en absence longue durée. Et donc, on a des catégories maintenant de SALP différentes. Ce qui nous conduit à avoir du coup des ratios ETP qui pourraient être en anomalie dans les tableaux de contrôle. Donc, on les a listés. Je vais commencer par le deuxième point, les charges d'absence longue durée. On attend dans la FGG SALP CLD, on attend là-dedans les charges résiduelles de salaire, déduction faite évidemment des IJ, sur des arrêts longue durée. Sur des arrêts longue durée, quand on est dans un établissement privé, on n'aura pas forcément des ETP déclarés. Donc, on pourra tout à fait avoir un reliquat de salaire sans pour autant avoir d'ETP à déclarer dedans cette section. Ce qui conduira forcément à une anomalie en tableau de contrôle 162 qu'on voit là dans le slide, et aussi dans les indicateurs de contrôle d'Arcane, donc dans votre classeur, ainsi que dans le tableau de contrôle 1, 2, 1. Donc ça, c'est pour les charges d'absence longue durée. Au niveau des établissements publics, on aura les ETP, même sur les absences longue durée, lorsqu'on est vraiment dans un établissement public. Donc là, on n'aura pas l'erreur. Au niveau des indemnités de départ à la retraite, des indemnités de rupture conventionnelle, de licenciement et toute autre indemnité versée, on va continuer à les imputer dans la LGG hors ARE-CLD. Évidemment, on n'a pas de TP à déclarer, ce qui fait que ça peut fausser le ratio de cette section. Au niveau des charges d'ARE, on va avoir du coup l'utilisation de cette section SALP ARE que dans les établissements publics, et on attend des charges imputées, mais évidemment pas de TP déclaré. Donc là encore, si on a cette SALP ARE, forcément, notre tableau 162 va ressortir en incohérence, mais on l'expliquera. Donc, il ne faut pas mettre des ETP pour dire d'en mettre. On sait qu'il n'y en aura pas, et du coup, on l'expliquera. Voilà. Au niveau du cas 2B, sur les évolutions des ETP entre N et N-1 ou des ratios annuels, on a plusieurs tableaux de contrôle par catégorie de personnel qui sont les tableaux de contrôle 163, 64, etc. On en a un nouveau pour les sages-femmes, ça ne concerne pas vraiment le SSR. On a ces tableaux-là, en fait, il faut savoir que nous les analysons dans le détail parce qu'ils reflètent bien ce que vous avez du coup déclaré dans chaque section. Et évidemment, ça va avoir une influence directe avec les charges imputées, donc avec les coûts des séjours.
Du coup, on l'analyse véritablement en détail et on analyse 3 choses. L'évolution des charges brutes que vous avez imputées dans chaque section entre 2 années, l'évolution des ETP affectés dans la section, et on regarde évidemment que les ratios soient cohérents, que ce soit surtout les ratios N, qu'ils soient cohérents. Et on en regarde évidemment l'évolution. Donc là, par exemple, quand on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, on a diminué un nombre considérable de TP qui ont été affectés forcément ailleurs, eh bien, c'est un élément très important à vous remonter. Que l'activité est ou non variée, on va vous le remonter. Donc là, par exemple, sur l'évolution de l'affection système nerveux adolescent hospice complète, cette SAC-là a une évolution significative à la fois des ETP, à la fois des charges, mais quand même beaucoup plus en ETP qu'en charge, ce qui conduit à quasiment doubler le ratio annuel qui passe de 38 000 € à 64 000 €. Donc là, évidemment, comme ce n'est pas très proportionnel, on va vous en faire la remarque. Vous, il faudra que vous contrôliez la réalité et la pertinence d'avoir que 2,51 de TPPA dans cette SAC à la place d'avoir 13,97 l'an passé. Et évidemment, les charges afférentes aussi. Que le ratio est augmenté, c'est assez normal, mais qu'il est doublé quasiment est un petit peu moins normal. Par exemple, le plateau de kiné, qui n'a pas d'évolution de TP, mais une évolution significative des charges imputées en augmentation, eh bien là aussi, ça interpelle. On a plus 71% de ratio, on avait plus 71% de charges imputées. Donc là encore, il va falloir contrôler si ce sont les charges imputées, ce qui nous intéresse d'ailleurs le plus, qui sont réellement bonnes et que ce sont les ETP qui sont à corriger ou inversement. Pour la LM génie biomédical, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de TP imputé. Or, la LM génie biomédical est présente dans tous les établissements sanitaires, qu'on soit un SSR ou un MCO, puisque c'est l'organisation de la maintenance des matériels médicaux. Et vous avez au moins comme matériel médical vos lits médicalisés qu'il faut maintenir en bon état d'usage. Et donc, vous avez forcément quelqu'un qui s'en occupe. Eh bien, c'est ça, l'ALM génie biomédical, ainsi que vos équipements de plateau et autres équipements médicaux. Donc, on doit avoir de l'ETP, vous n'en avez pas, et votre superviseur va revenir vers vous en ce sens. On passe au slide suivant. Donc, ça avec des évolutions atypiques de charge de personnel ou de TP vont être signalés par votre superviseur et vous aurez à en analyser la cause de ces évolutions atypiques qu'on va vous remonter et vous aurez à corriger donc soit les affectations en onglet ETPR, soit les charges imputées, soit nous expliquer si vous n'avez rien à corriger de tout ça et que c'est atypique certes, mais expliquer. On passe au suivant. Donc là, on vous a fait un petit exemple pour la LM génie biomédical avec un personnel PA du coup absent dans l'onglet ETPR, absent dans l'onglet de charge, dans l'onglet 3SA. Les charges ne sont pas présentes non plus. Donc le slide suivant. Ah, on n'a pas la résolution derrière, c'est embêtant, il leur doit manquer un truc. C'était peut-être juste pour montrer qu'il n'y en avait pas. Mais il me semblait bien qu'il y avait un slide supplémentaire de correction, peut-être qu'on l'a supprimé, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce cas de B était déjà présent l'année précédente. Bon, après, c'est très important, c'est pour ça qu'on l'a remis cette année, que c'est vraiment des contrôles ça qu'on fait systématiquement
et on vous pose plein de questions, certes, mais c'est vraiment, ça nous permet d'avoir une revue analytique complète de vos données ETP et charges de TP, et ça concerne quand même 70% des charges. Je te laisse la parole, Quentin. Alors, bonjour aux équipes ENC. Donc, je vais continuer cette présentation en abordant maintenant le 4.3 sur César. Alors, donc, si on fait un focus sur le contrôle du recueil, donc on a les deux TDC 2.6.1 et 2.6.2 donc, qui permettent de voir le taux de conformité en RH en dans l'exemple indiqué ici, on voit qu'en TDC 2.6.1, on a un taux de conformité de 99%, donc soit 13 RHA qui présentent un écart sur les intervenants RH déclarés en fichier 11 par rapport au PMSI. Donc là, c'est vraiment un écart qui est lié à des codes intervenants différents entre le fichier 11 et le PMSI. Alors que dans le TDC 262, on va avoir un taux de 73%. Donc là, on va avoir cette fois 370 RHA qui présentent un écart. Donc ça va être un écart qui va porter à la fois sur les codes intervenants et à la fois sur les codes actes. Donc comme on a vu juste avant, sur ces 370 RHA, on en aura 13 qui auront un écart sur l'intervenant et les autres qui présenteront donc un écart sur les actes. Donc ce sera soit sur le code acte, soit sur le nombre d'actes, ou soit sur la date de l'acte. Donc le taux de conformité qui est requis par l'achat de qualité est de plus de 75%. Donc dans un cas comme celui-ci, vu qu'on est en dessous de 75%, on va attendre des corrections du fichier 11 ou alors des explications. Et du coup, pour pouvoir approfondir nos analyses, on va devoir se référer au tableau après, donc les deux 7 et les 2.8. Qui serviront à cibler les corrections ou les explications importantes. Donc le 2.7.1, donc là, c'est donc le taux de RHA où l'intervenant a le même nombre d'occurrences de code acte dans le PMSI et dans RAMIS. Donc là, comme on peut le voir ici, les taux sont compris entre 68 et 100%. Là, sachant que le taux de concordance pour qu'il y ait RHA de qualité doit être entre 70 et 100%. Donc, comme on peut le voir, les deux intervenants, psychologues et autres intervenants, ont un taux assez faible, donc respectivement 68 et 70%, avec pour le psychologue 345 RHA en écart entre le fichier 11 et le PMSI, et pour notre intervenant 354 RHA en écart. Donc là, à ce niveau-là, on pourrait faire l'hypothèse qu'il existe une anomalie croisée entre ces deux métiers. Bon, rien de sûr pour l'instant, mais le TDC suivant, le 2.8.2, vont permettre d'approfondir un peu plus ces analyses et de nous conforter dans cette hypothèse ou non. Comme on peut le voir aussi, du coup, les autres taux sont corrects, aux alentours de 100% pour les autres intervenants. Donc là, on va vraiment faire le focus sur ces deux métiers-là. Donc le TDC 2.8.2 indique le taux d'exhaustivité pour chaque métier d'ARR. Donc pour les actes César, Orpo et Pro, et pour les actes CCM si concernés. Donc là, on voit qu'on a un taux d'exhaustivité global de 99,93%, avec seulement 19 actes en écart, en manquant au global d'un fichier. Sauf qu'on voit, sur un peu plus dans le détail, qu'on retrouve nos deux intervenants qui montrent des écarts significatifs. Donc l'autre intervenant donc, avec 353 actes en moins dans le fichier par rapport à ceux que dans le PMSI. Et à l'inverse, sur le psychologue, 343 actes en trop dans le fichier 11 par rapport aux actes codés dans le PMSI. Donc là, deux cas de figure. Donc c'est soit le fichier 11 est erroné, donc ça ne veut pas dire que des actes codés par l'autre intervenant au PMSI ont été déclarés à tort sur le psychologue en fichier 11. Donc dans ce cas-là, il faudra obligatoirement corriger le fichier 11 et remettre les actes sur l'autre intervenant. Ou soit l'intervenant psychologue a utilisé par erreur le code autre intervenant pour la saisie de ses actes au PMSI. Donc là, dans ce cas-là, il faudra le confirmer auprès des superviseurs pour le justifier dans le RS. Sauf qu'attention, dans ce cas-là, les charges et OTP du psychologue, donc en rapport avec ces actes, seront bien imputées sur le métier psychologue si on ne corrige pas le fichier 11 et si on décide donc de plus concorder avec la réalité du terrain.
Donc là, on voit que pour les autres métiers, par contre, on a un taux d'exhaustivité qui est aux alentours de 100%, avec seulement 9 actes manquants au total pour les 5 autres métiers. Donc là, dans ce cas-là, donc le TDC 281, donc ici on voit donc les taux d'exhaustivité des actes erreurs par grande catégorie d'actes, donc les actes César hors pluripro, les actes CCM et les actes pluripro. Là, on voit qu'au global, le taux ressort à 80,72%, avec un peu plus de 6000 actes manquants en fichier 11, ce qui est éloigné du taux de 100% requis dans la spécialité. Comme vu précédemment pour les actes César hors pluripro, on a 19 actes manquants en fichier 11. Les actes CCM, dans ce cas-là, c'est non concerné. Donc là, l'écart global vient surtout des actes pluripro, donc avec plus de 6300 actes qui sont manquants en fichier 11 par rapport au PMSI, avec un taux d'exhaustivité d'à peine 17% contre 100% attendu. Au-delà des éventuelles corrections ou explications qu'on a pu voir juste avant sur les psychologues, notre intervenant, il va falloir compléter le fichier 11 des actes manquants pour les pluriprofessionnels. Donc les TDC 282 à 284 vont pouvoir nous permettre de cibler et de préciser les corrections attendues au fichier 11. Donc, au niveau du TDC 283, donc l'exhaustivité des actes professionnels, on voit que on retrouve donc ici notre taux d'exhaustivité global de 17% environ, avec des écarts principalement sur les 3 types d'actes, avec donc sur les plus de 6000 actes manquants, 4700 ZDC 221 manquants et 1600 ZDC plus 251. Donc là, vous pouvez voir une petite capture d'écran issue des tableaux valides qui permettent de voir les différents métiers qui ont codé les actes ZDC 221 au PMSI. Donc on voit que le PMSI comporte 947 occurrences pour le ZDC 221. En TDC 283, donc, on voit un total de 5647 actes ZZC, ce qui correspond à une moyenne de 6 intervenants RR présents à chaque synthèse. En contrepartie, on voit que dans le fichier 11, il y a seulement 947 lignes pour cet acte. En fait, on en conclut que seul l'intervenant dans l'acte au PMSI a été déclaré au fichier 11, à tort. Car du coup, les autres intervenants présents n'ont pas été déclarés dans le fichier 11, alors qu'ils auraient pu. Il faut bien corriger le fichier 11 en dupliquant les 947 lignes du fichier 11 en autant de fois que l'intervenant, une fois qu'il y ait l'intervenant présent durant l'acte. Donc là, le TDC 293, distribution de la durée des actes par intervenant sur les actes les pros. On voit ici, pour appuyer l'analyse faite juste avant, le médecin a un poids de 67%. C'est-à-dire qu'il regroupe 67% des actes pluriprofessionnels, ce qui n'est pas possible. Normalement, on attend un poids du métier inférieur à 50%, hormis si 2 intervenants d'un même métier sont présents à l'acte. Là, ce serait possible d'avoir un poids du métier supérieur à 50%. Mais à la seule condition qu'un autre métier soit déclaré pour ce même acte. Car pour rappel, les actes pluripro, pour qu'un acte soit soit considéré comme pluriprofessionnel, il faut qu'il y ait au moins 2 intervenants de 2 métiers différents qui ont été présents durant l'acte. Donc là, on attend bien une correction dans ce cas-là. Ensuite, donc le K3B, le contrôle du recueil des actes pluriprofessionnels hors liste fermée. Ici, on va avoir 2 TDC, donc le 285 et le 286. Donc le 285, il indique le nombre d'actes hors liste pluriprofessionnelle réalisés en pluri-intervenant. Donc là, si le nombre d'intervenants mentionnés au PMSI est supérieur à 1, alors on attend dans l'ONC un intervenant principal, donc mentionné P. Donc dans ce cas-là, on va attendre, vu qu'il y a 29 actes qui ont été codés au PMSI avec un nombre d'intervenants supérieur à 1, on va attendre en fichier 11 au moins 29, on va attendre 29 lignes, type P, c'est intervenant principal. Si le recueil des points intervenants a été fait, donc ça reste facultatif, mais s'il a été fait, on va donc attendre au moins 29 lignes typées en P dans le fichier 11.
On rappelle que le nombre d'intervenants présents à l'acte doit également être renseigné dans le champ 12 du fichier 11. Ici, on a le TDC 286 partie 1, donc, qui fait un focus sur les intervenants principaux. Donc, on voit ici que le TDC indique un taux de concordance de 87%, donc avec 58 000 actes, avec un nombre d'intervenants concordants entre PMSI et UNC, sur un total de 66 700 actes intervenants principal de l'ENC. Donc là, la concordance se fait sur le. En fait, là, pour l'acte ENC intervenant principal, on trouve dans le PMSI le même acte avec nombre d'intervenants mentionnés au PMSI avec un nombre d'intervenants supérieur à 1. Donc là, on voit bien du coup qu'on a 8600 actes qui ont été déclarés à tort avec intervenant principal dans l'ENC, alors que le nombre d'intervenants n'est pas indiqué au PMSI. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'actes pluri-intervenants. Donc là, il va bien falloir corriger le fichier 11 en supprimant le code P indiqué à tort sur les 8600 actes. Là, s'il s'agissait réellement d'actes pluri-intervenants, alors il aura fallu le déclarer correctement au PMSI. Dans le TDC 286 partie 2, donc là, on a un focus sur les actes des co-intervenants. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a un taux de concordance de 100%, qu'il y a 30 actes déclarés, 100 actes attendus. Donc, si le nombre d'intervenants mentionnés au PMSI est supérieur à 1, alors on attend dans l'ENC, si le recueil des actes de co-intervenants a été réalisé, un intervenant principal et au moins un ou plusieurs co-intervenants. Donc ici, on a un rappel du recueil du PMSI avec une équivalence, une traduction ENC dans les TDC 285, 286. Là, on peut voir que si le code acte correspond à un acte pluripro de la liste fermée, là, le nombre d'intervenants à renseigner est obligatoire. Pour l'ENC, il s'agit bien de connaître le précis intervenant à l'acte et un minutage. Donc au fichier 11, on aura obligatoirement autant de lignes déclarées que sur l'acte que l'intervenant déclaré dans le PMSI. Par contre, si le code acte ne correspond pas à un acte pluripro de la liste fermée, alors le nombre d'intervenants est facultatif au PMSI, mais il est fortement recommandé pour l'ENC, surtout s'il y a un nombre d'actes assez élevé. Le nombre supérieur à 1 veut donc dire qu'il y a un intervenant principal, un ou plusieurs co-intervenants. Au fichier 11, dans ce cas-là, il y aura autant de lignes de cet acte que l'intervenant déclaré.